Matt Frevola veut gagner contre un Français. Après avoir tenté contre BSD, il prendra Faresiam, qui cherchera sa 4e victoire consécutive à l'UFC. Ce sera lors de l'UFC Paris et on fait l'épisode de Keys juste après cette intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Entraîne-toi avec le bon matériel. Depuis plus de 25 ans, Metalbox est LA référence française des sports de combat. Découvre la gamme pour coach et combattants sur metal-box.com et profite de 25% de réduction cet été avec le code promo FightMinds. Avant de commencer, Aldric, on remercie Metalbox pour le sponsoring. Ils ont prolongé notre code promo jusqu'à la fin septembre, donc profitez-en. Matériel vraiment de très très bonne qualité, que ce soit sur les vêtements qui sont très agréables à porter, bien élastiques, ou sur le matériel coach ou combattant. Franchement, rien à dire, c'est nickel. Aldric, on commence comme d'habitude par le français. Faresiam, quelle est sa première clé de victoire dans ce combat contre Matt Frevola? Alors, Frevola, je vais partir loin parce que pour moi, avec ma vision du MMA, le dernier, si tant est qu'on qualifie Jalin Turner de striker, et on peut, même s'il n'est pas dégueu en lutte, la dernière victoire qu'il a fait contre un striker, c'est Jalin Turner. Donc là, sur le papier, ce que je dis est significatif. Par contre, si je le temporalise, c'est moins significatif parce que c'est 2019. Donc, eh oui. C'était pas le même Frevola et c'était pas le même Turner. C'est ça. Donc, force est de constater que les McKinney, les strikers ne lui réussissent pas. Donc, pareil, on a un match-up difficile pour un Français, mais stylistiquement, il y a un chemin de victoire plus qu'important, puisque, comme on dit toujours, c'est le style qui fait le match-up. Donc, moi, j'aime bien parce que c'est pas des match-up. Les Français ont eu des très gros match-up. On a fait pas mal de keys jusqu'à présent. On a vu qu'il y avait des oppositions assez difficiles. Il y a quelques codes de paris qui sont sortis. On voit que c'est assez serré. Cela étant, là, il y a vraiment un chemin de victoire puisque Faresiam, même si je le trouve de plus en plus complet, je vais dire le fond de ma pensée très honnête. Je préfère la performance de Herbert à celle de Puelles, mais je contextualise un petit peu. Ils ont été teammates, ils sont entraînés ensemble avec Puelles. Ça devait être un contexte très très particulier quand même. Et je pense qu'il faut il faut en parler. Mais autant je qualifie le match-up d'Herbert de masterclass parce que franchement, il est allé chercher. Jay Herbert, c'est un des mecs qui s'entraînait avec le champion de l'époque, Edwards. Leon Edwards, ouais. Sparring. Il est allé le prendre et surtout, il avait déjà perdu, mais c'est très rare qu'il perde en striking et là, il l'a surclassé en striking. Donc, je trouve chez lui qui plus est. Donc, je trouve la perf d'Herbert exceptionnelle. Effectivement, il gagne, hein, mais c'est moins. Là, par contre, on n'a pas une évolution. Mais encore une fois, je veux mettre des guillemets sur ce que je dis et mettre mon mouchoir dessus parce qu'il y a un contexte qu'on connaissait. Ils ont été teammates et ils se sont entraînés ensemble chez Henri Hooft. Donc voilà, il faut nuancer ça. Mais première keys, évidemment, il faut qu'il fasse du Faresiam. S'il est capable de... Et Fares, il a cette double casquette, il est capable de boxer en reculant, mais il est aussi capable d'aller chercher du clinch Muay Thai, il est aussi capable de sortir une anglaise très précise. Moi, tu sais, Fares, j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, mais on a un petit peu bossé ensemble à Vegas. Il m'est arrivé de lui tenir les pattes et de le voir bosser au Performance Institute. Et lors de la leçon qu'on a fait ensemble de boxe, ce qui m'a le plus marqué, c'est sa précision. Il frappe toujours au même endroit, mais vraiment, que ce soit sur front kick, sur son jab, sur son bras arrière, sur ses crochets, l'impact, il est toujours au même endroit. Et du coup, même avec la ceinture, il te fait mal parce qu'il frappe. Mais vraiment, quel que soit l'angle que tu lui fais prendre, le coup qui précède la frappe au corps, il frappe toujours au même endroit. C'est vraiment impressionnant. Et de ce fait, voilà, première keys, très simple. Faresiam doit faire du Faresiam et ne pas aller. Alors attention, quand je dis ne pas aller se perdre, il nous a montré des takedowns.
que ce soit à l'UFC Paris l'année dernière ou même lors de ses derniers combats, il nous a montré ses progrès. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans son UFC Paris contre Figlac. C'est ça, et il nous a montré des gros takedowns contre Figlac. Il nous a montré sur sa chaîne YouTube qu'il travaillait beaucoup la lutte. À mon humble avis, ça doit pas être la priorité sur ce combat, puisque je trouve que Frévola il va beaucoup à la bagarre. Il y aura une différence de reach, il y aura une différence de taille, et je pense vraiment que là-dessus Fares excelle. Donc striker, faire du Faresiam, c'est vraiment la première quise. Dans l'épisode avec Brian, on a montré qu'on était totalement d'accord. Pour moi, il y a un monde d'écart entre Fares et Matt Frevola en pied-point sur l'aspect technique, sur l'aspect qualité. C'est pas pour autant que Matt Frevola n'a aucune chance debout. Ça reste un bon brawler. Il est efficace. Il a de la puissance de frappe. Mais je pars du principe effectivement, et je te rejoins là-dessus. Faresiam a un striking beaucoup plus fin. Et quand tu regardes statistiquement, il en voit peu, mais c'est parce qu'il y a peu de déchets dans son jeu, tout simplement. J'aime bien le fait que tu utilises le terme précision, parce que c'est ça. Enfin, quand je regarde Ziam, c'est vraiment ça à quoi ça me fait penser. C'est il va pas envoyer beaucoup, mais quand il va envoyer, ça va bien toucher. Ça aura une intention derrière, une intention de toucher, et il y a par conséquent un côté efficace, technique, esthétique qui est agréable à regarder. Deuxième clé pour Fares. Alors, là, c'est pas ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il doit pas faire d'après moi. Moi, je l'ai trouvé impressionnant, ce Frévola là, parce que il faut pas regarder il faut pas aller sur le Fight Pass et regarder tous ses combats, parce que comme tu l'as très bien dit, 2019, c'est pas aujourd'hui. 5 ans, c'est long dans la carrière d'un fighter. Et je pense vraiment qu'il faut voir ce qu'il nous a proposé. Moi, même si le combat a été très court contre Benoît, sur les phases de scramble, je l'ai trouvé vraiment impressionnant, Frévola. Pourtant, Benoît Saint-Denis, c'est un très gros grappleur. Euh, et malgré tout, tu vois, il a réussi à l'emmener dans des positions, dans des trucs, même s'il s'est fait renverser, il revenait, il repartait, il forçait Benoît à partir sur une guillotine. Et ces séquences-là de scramble, elles sont très difficiles après à rattraper. Et je ne pense pas, pareil, je mets ça, je ne suis pas Henri Hooft, j'ai pas Fares sur le tapis tous les jours, mais je ne pense pas que sur un scramble perdu où Fares se retrouve sur le dos, je pense pas qu'il ait encore le niveau de Benoît pour pouvoir renverser et pour pouvoir sortir de cet épisode dangereux aussi rapidement que l'a fait Benoît avec sa garde ouverte avec les crochets à l'intérieur. Donc je pense vraiment que éviter les scrambles et essayer d'être très très propre, c'est-à-dire sanctionner les rentrées trop rapides avec le clinch de Muay Thai, se déplacer correctement, ne pas donner le coup de trop qui va permettre de shooter à ce moment-là, varier les angles, varier les niveaux, travailler en uppercut, faire des feintes de genoux, mettre de l'incertitude. C'est une quise à elle toute seule parce que euh, j'allais dire si je devais donner une quise de Frévola, mais non, je vais donner tout à l'heure une quise de Frévola, mais avant de la développer, ce serait, si je devais dire une phrase, make it dirty, tu vois, et il faut rendre ce combat sale et faire euh, pas n'importe quoi, hein, parce que mais c'est un peu ce style. Il doit faire du Dricus. Voilà. Si je dois résumer en une phrase, Frévola sur les niveaux, les changements de niveau, les incertitudes, il doit faire du Dricus, c'est-à-dire être capable d'emmener de près, de loin, sans trop de préparation, être très difficilement lisible. Et contre des strikers de ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire être pas ou peu conventionnel. Parce que sur du conventionnel, il te voit venir. Un mec à la classe de Faresiam et son palmarès debout, si tu fais du conventionnel, ils ont l'habitude. Tu travailles en ligne, tu fais du décalage, tu fais des pivots shift, tu fais des check hooks. Trop de différence, tu l'as dit tout à l'heure en striking. Du coup, il y a impossible qu'il le touche là-dessus. Par contre, ça crosse, ça change de niveau, ça colle, ça plonge dans les jambes, ça repart en haut, ça attaque la guillotine. Et sur ce travail-là, il faut vraiment pas le laisser. Et comment ne pas laisser quelqu'un pourrir le combat, être maître de la distance et sanctionner quand ça colle trop vite. Ok, donc deuxième clé de la victoire pour Ziam, c'est système anti-lutte. Ouais. Et ça inclut effectivement cette gestion de la distance, punir quand l'autre essaie de casser la distance. Et en fait, tu as déjà grillé une clé de la victoire pour Ziam, pour Frévola qu'on va écrire ici en haut à droite, c'est make it dirty. On connaît tous l'expression, on peut l'utiliser en anglais ici. Alors, on va faire une petite parenthèse. On va pas faire de montage ici dans le podcast.
entre le qu'on vient d'enregistrer sur Brito et celui-ci, tu m'as dit que tu étais ultra passionné et que tu espérais que ça se ressent. Ça se ressent au point que je vais te demander d'écarter un tout petit peu le micro de ta bouche parce que du coup, ça sature un tout petit peu. Ok. Mais c'est beau, c'est ça la passion, parfait. Troisième clé pour Ziam. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est vraiment particulièrement intéressant de parler de ces combats parce que déjà on est hypé par cette UFC Paris. Tiens, j'en ai parlé très très vite fait sur les réseaux sociaux. Je le développerai plus quand on fera le quiz de Kevin, mais j'y serai pour la première fois. J'y serai pas comme coach de Manon puisqu'on sait qu'elle est backup et qu'elle donc combattra pas du tout à l'UFC Paris, ça c'est sûr. Mais je serai dans l'équipe de Kevin et dans le coin de Kevin, donc ça va me faire un peu bizarre de pas y être pour Manon. Mais Comment voilà. on va vous reconnaître, Berman et toi? Parce que C'est vrai que c'est vrai qu'on a un petit air de ressemblance. Après, je sais pas si ce coup-ci j'aurai la casquette ou pas. On verra la vibe du soir. Mais voilà, je serai avec lui. Il arrive à Nice le 17 et après moi je jonglerai sur la Fight Week d'Axel normalement si tout va bien au Ares le 25 et puis je rejoindrai Kevin le 25 au soir pour être là le 28 dans son coin et le voir triompher. Mais plus sérieusement, donc là j'ai choisi d'être acteur aussi lors de cette soirée, mais c'est vrai que comme l'UFC premier en France, j'aurais bien aimé être spectateur parce que les combats me hype beaucoup et vraiment tous et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à faire ces keys avec toi. Donc effectivement, pour Fares, on reparlait de ça. Oui, tu l'as bien résumé. C'est le système anti-lutte dans sa globalité, puisque qui dit lutte dit changement de niveau, dit feinte, dit intention, et c'est vraiment ça le striking de Frévola. C'est-à-dire, je fais semblant de plonger dans les jambes et je crosse, et il a de la puissance. Ça, on le sait. C'est connu. Et de ce fait, je pense que le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de se déplacer correctement. Et en plus, lui, il a une autre arme que n'ont pas tous les strikers, c'est de punir si ça colle trop vite. Il a un très bon clinch de Muay Thai. Il est capable de mettre les mains, il est capable de mettre les coudes, il est capable de mettre les genoux. Il aura l'avantage de la longe. Donc, punir ses rentrées sans préparation, en mettant bien les coups de côté clavicule et en faisant des dégâts sur Frévola qui n'aurait pas préparé correctement son attaque, je pense que c'est vraiment très important. Troisième keys, et là, même si j'ai contextualisé la moins bonne, on va dire, parce que c'était pas une mauvaise performance, il a gagné quand même, mais la moins bonne performance de son dernier combat, je pense qu'effectivement, il y a quelques fautes de distance qui ont été faites sur son dernier combat qu'il faudra pas faire là, parce que on sait quand même que Frévola c'est durable, c'est pas quelqu'un qui s'épuise tout de suite. On va partir du principe, pareil, tu l'as très bien dit lors du précédent podcast, qu'on n'est pas là pour spéculer. Moi, Fares, j'ai travaillé un tout petit peu avec lui, j'ai fait une leçon, j'ai pas roulé avec lui. On va partir du principe que sur ce qu'on a vu à l'UFC, Frévola aurait un meilleur grappling. Et de ce fait, voilà, je pense que il y a certaines gestions de la distance, certaines gestions du scramble où il y a eu des petites fautes sur le dernier combat et qu'il faudra pas refaire le 28. donc troisième clé, ça rejoint un peu celle qu'on a définie pour William Gomis. C'est vraiment le côté lucide à tout Ouais, moment, avoir un jeu sans faute dans ce combat. ouais, mais attends, c'est quelque chose malgré tout qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que Fares, il a un très grand nombre de combats à l'UFC. Et du coup, si tu regardes Vendramini, il y avait eu aussi une petite alerte à un moment où il se fait toucher au Ouais. 3. Et donc, contre J. Herbert, c'est une masterclass, super, validé. Et là, moi, je lui ai dit en face, j'applaudis vraiment des deux mains parce qu'il fallait le faire. Mais ça, on a vu aussi l'inverse sur des petites baisses de concentration. Pareil, Vendramini, très bon combattant, mais qui devait jamais toucher Fares. Il y a une classe, il y a une planète d'écart en striking. Et pareil, petite baisse de concentration sur le troisième, touche, down, très bien rattrapé, hein, mais petite alerte. Et pareil, sur Frévola, je pense que c'est quelque chose qui est à éviter parce que maintenant, on se rapproche pas. Hein. On est dans le top 15, même si officiellement, il n'y est plus, je crois. Hein, je crois qu'il est 16e. Il y est plus, non, il y est plus. Voilà, on peut Il est pas juste. savoir après, mais en gros, on se va spéculer il est entre 16 et 18, quoi. Là, on est sur l'élite de la catégorie.
Donc c'est des erreurs faites par le passé qu'il ne faudra pas refaire le 28. Très bien. Côté Frévola, on en a déjà une, donc on en a encore deux à définir. Donc la première, c'était, on peut l'appeler Make It Dirty, ou alors j'avais bien. Ce que j'aime bien, c'est que tu avais mis faire du Ziam pour Ziam, et du côté de Frévola, tu as mis faire du Dricus. Alors on va faire ça comme ça fait une Ouais, bonne opposition mais parce sur que le. tu sais, moi c'est un style vraiment. Alors on en parlera si tu veux avec Manon un jour lors d'une interview, mais moi j'avais vu déjà le potentiel de ce gars-là et j'avais dit à Manon, putain, il emmène les mecs dans, tu sais, il me fait penser aux orques qui amènent, qui viennent chercher des proies à la surface et qui les emmènent dans leur jeu et c'est vrai que c'est vraiment ce que fait très bien Dricus, c'est que même des mecs comme Whittaker, qui sont posés ultra techniciens et tout, il les a emmenés dans des bagarres. Je sais pas par quelle faculté il arrive à faire ça. Et c'est ce que doit faire Frévola, c'est-à-dire qu'un mec comme Fares qui est beaucoup plus haut que la majorité du routeur 70 en striking, qui a un niveau largement opposable à des champions du Glory, il doit être capable de l'emmener à la bagarre, il doit être capable de l'emmener sur des choses qu'il n'a pas nécessairement envie de faire. Et cette faculté. Alors, il a quand même réussi un peu, même si contre Benoît, ça s'est vite retourné contre lui. Il a réussi, tu vois, Benoît qui normalement aime bien utiliser sa lutte quand lui, il l'a décidé, il nous a fait partir Benoît sur une guillotine. C'est pour ça que je dis qu'il est quand même dangereux, ce Matt Frevola, parce que là, ça va qu'il y a un gros background de jiu-jitsu brésilien pour Benoît et que sur la garde papillon, il est un des meilleurs fighters de MMA là-dessus. Mais il avait déjà réussi à faire un petit peu ce truc-là, tu vois. Si tu regardes Ouais. bien le combat, c'est un peu une folie le combat contre Benoît. Ça s'est retourné contre lui, c'est un fait. Mais c'est une petite folie, ça part dans tous les sens. L'autre il tente une guillotine alors que Benoît c'est rare qu'il tente ce genre de soumission, tu vois. Et, et du coup, voilà, c'est ça que j'appelle un peu faire du Dricus, c'est faire partir le gars dans un schéma de combat qu'il n'avait absolument pas prévu. Euh, et, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qu'il doit faire parce que sur le papier, c'est compliqué. Alors, je pense pas dire de bêtises, mais bon, on l'a enregistré il y a tellement longtemps avec Brienne que ça rejoint une partie de ce qu'on avait dit. On avait dit que quand tu fais face à un technicien, à un gars qui est meilleur techniquement que toi debout, qui a donc plus besoin de structure, d'une structure calculée et mesurée dans le combat, ben, c'est intéressant de venir et de foutre un peu le bordel, de Ouais, créer une situation plus chaotique pour le sortir de son jeu et un peu égaliser justement, dire ok, on est moins dans une structure technique, on est plus dans une structure de bagarre et c'est là où je peux te rattraper ou rattraper le gap que j'ai avec toi debout. c'est exactement Deuxième ça. clé pour Frévola. Ah, très clairement, on va pas commencer. Je veux dire, tu peux pas dire un lucky punch, c'est une keys. C'est-à-dire que il y Non. a un scénario où il fait des feintes de takedown et il arrive à passer un cross, mais ça c'est pas une keys. Ça. Mais pour amener ce genre de scénario, bah, il faut lutter. Et Mhm. clairement, la clé, une fois que tu as mis un peu la panique sur les distances, sur l'intention du combat, que c'est pas académique, ça c'était important parce que c'est dans ces conditions-là qu'il doit lutter derrière. Mais clairement, il faut amener le combat au sol. Je vois aucun chemin de victoire classique debout. Il y a trop d'écart Mhm. euh, et il faut amener le combat au sol. Point. C'est ça. S'il gagne debout, c'est sur un moment. C'est pas en gagnant les minutes, comme C'est on aime ça. bien toujours distinguer les deux. Donc, lutter, lutter, lutter. Deuxième point. Troisième clé pour la victoire de Frévola. Je pense qu'au sol, pareil. On a peu vu Fares, mais il est sérieux. Et par contre, lui, il travaille. C'est pas Benoît, c'est-à-dire qu'il va pas chercher le rage-pas, le renversement. Il va pas chercher forcément la finalisation, mais il est dans une école en plus, Killcliff, chez Henry, où on travaille beaucoup ça. Il y a beaucoup d'aspects scramble parce qu'il y a énormément de lutteurs dans l'académie. Et du coup, je pense que sur ça, il faut vraiment garder ses positions et capitaliser. Voilà, c'est même pas garder. Le terme exact, c'est capitaliser sur le travail au sol. Ouais, C'est 15 100%. minutes. C'est 15 minutes. Donc il faut le temps. Tu vois, si on suit notre raisonnement, enfin, celui de Mekiz, tu dois foutre le bordel. Donc ça peut te prendre une petite minute, 1 minute 30 pour instaurer un climat un peu pas de panique, mais de non-lisibilité de ce qui est proposé. Ensuite, il faut faire tomber. Ben, ça peut aussi te prendre
encore 1 ou 2 minutes, et c'est un minimum. Il n'a pas des stats Frévola où il fait tomber à 100% et personne n'en a. Et du coup derrière, bah, ça te laisse pas beaucoup de temps pour capitaliser. Si tu perds la position en 30 secondes parce que two on one, parce que chemin cage walk ou ce que tu veux, bah, on repart sur un schéma de striking où sur le papier c'est Fares qui va dominer. Donc sur les takedowns qu'il va réussir à faire, il faut capitaliser, garder la position, générer des frappes. Je vais redire ce que j'ai dit, mais parce que ce sont des match-ups qui sont comparables. Rattraper le retard théorique que tu auras pris sur le striking, et donc voilà, capitaliser vraiment. Je pense que le chemin de victoire, il est dans le takedown. Donc c'est pour ça qu'en première qui j'ai mis le contexte dans lequel il fallait takedowner. Et derrière ça, capitaliser sur la position parce que tu n'en auras pas 1000. Je pense que quand même Fares nous a montré de belles choses sur ses combats à l'UFC. Ça fait maintenant longtemps qu'il y est. Et du coup, je pense qu'il va pas le faire tomber 3 fois par round, tu vois. Donc capitaliser sur les takedowns pour pouvoir s'imposer et gagner ses rounds grâce à ça. La distinction entre garder la position et capitaliser sur la position est extrêmement bien sélectionnée ici. Ce que j'avais dit sur Ziam, c'est qu'il avait vraiment cette capacité à punir debout et à nullifier le jeu offensif de ses adversaires en position défensive, en grappling. Ce qui signifie que Faresiam va marquer ses points debout. S'il va se retrouver sur son dos, il va réussir à nullifier le jeu, puis à se relever. Et son adversaire qui aura réussi une amenée au sol n'aura pas marqué de points, en fait. Exactement. Il prend pas Pas beaucoup de coups au suffisamment sol. pour faire la différence. Voilà, exactement. Et donc, j'aime bien le fait que tu dises capitaliser, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement cette nécessité de contrôler et de rester au sol, il faut aussi que tu rattrapes le retard qui a été potentiellement créé debout avant à l'avantage de Fares Ziam. Donc, nickel, on a les 3 clés d'un côté, on a les 3 clés de l'autre, on a eu un beau petit épisode. Aldric, un tout grand merci à toi. Merci à toi, Chris. Salut. Ciao, ciao.